Les vêtements que vous voyez, on en a certainement tous dans nos armoires. Mais est-ce qu'un jour vous vous êtes demandé d'où viennent leurs matières premières et comment ils sont fabriqués? Depuis quelque temps, une région de Chine est pointée du doigt. Ils veulent nous éliminer. Ce n'est pas possible parce que le monde regarde. Alors, ils y vont étape par étape, avec des emprisonnements, du travail forcé. Le scandale du coton ouïghour, ça vous parle? Hundreds of thousands of people from ethnic minorities, including the Uyghur community. C'est un sujet sensible qui revient régulièrement sur le devant de la scène politique ou médiatique. Selon plusieurs études d'instituts américains et australiens, au moins 1 million de Ouïghours seraient internés depuis 2016 dans des camps, et certains soumis à du travail forcé, notamment dans des champs de coton de cette région de Chine. Il y a des ONG internationales comme Amnesty International et Human Rights Watch qui ont dit que cette situation, ce sont des crimes contre l'humanité. Il y a aussi des États comme les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas qui ont maintenant déclaré toute la situation comme génocide. La Chine représente environ 20% de la culture mondiale du coton, dont la plus grande partie provient de la région du Xinjiang. Le Xinjiang est une province du Turkestan oriental, à l'extrême ouest de la Chine. Là-bas, il y a quelques années, la culture du coton a radicalement changé. Il y a 10 ans, la Chine était plus compétitive dans le secteur textile. Alors, ils ont décidé de vraiment développer la région du Xinjiang et de créer un hub de textile, vraiment un centre de textile international qui est compétitif. Selon de nombreuses ONG et instituts qui défendent le respect des droits de l'homme, la culture du coton au Xinjiang violerait les principes fondamentaux des droits humains. Les États-Unis et l'Union européenne ont pris des sanctions contre l'importation de ce coton dit ouïghour. La France, elle, a ouvert une enquête fin juin pour recel de crimes contre l'humanité contre 4 géants du textile. La seule manière donc de savoir s'il y a du coton ouïghour dans nos habits, c'est d'avoir une traçabilité complète de nos vêtements et de toutes les matières qu'ils contiennent, une traçabilité du lieu de fabrication jusqu'à la production et la culture de la matière première, et donc par exemple des champs de coton. Nous avons voulu tenter l'expérience dans certaines enseignes de vêtements de Suisse romande. Zara et H&M ne nous ont pas ouvert leurs portes, nous nous rendons donc chez Manor. Donc là, on a un coton biologique. On voit avec l'inscription ici, il y a déjà la marque d'un label, le label GOTS, Global Organic Textile Standard. Donc ça veut dire que quelque part, il y a déjà une traçabilité avec ce label. Sur une étiquette, un QR code. Et donc là, on a l'engagement global pris par Manor en faveur de l'environnement et des aspects sociaux du travail. Mais on n'a pas de traçabilité précise par rapport à la matière première. On va essayer d'avoir davantage d'informations auprès d'un vendeur. Bonjour monsieur. On aimerait savoir d'où vient ce coton. Je peux vous dire qu'il vient d'Inde, mais j'aurais pas plus d'informations que ça. Quelle garantie est-ce que j'ai aujourd'hui en tant que consommateur que ce coton soit produit écologiquement et dans des conditions socialement responsables? Alors pour cela, nous avons un label qui certifie que c'est produit d'une manière équitable et bien sûr que le coton est 100% bio. Alors voilà, on a notre t-shirt qu'on vient d'acheter. On a obtenu quelques réponses, mais on aimerait en savoir un tout petit peu plus, notamment comment le coton a été cultivé, dans quelles conditions de travail, d'où il vient précisément en Inde. C'est pour ça qu'on va aller voir un spécialiste en traçabilité. Bonjour. Vous allez bien? Magnifique. Alors, on vous amène ce t-shirt. On a pu obtenir quelques réponses, mais on aimerait, si possible, en savoir un peu plus. C'est un bon t-shirt, 14,95, Manor. Là, il y a le Made in, je sais d'où il vient. Je sais pas, je sais de quel pays il vient. Et même si on avait le nom de l'usine qui a confectionné cette pièce, on ne sait pas d'où cette usine a acheté
le coton, si c'est elle, ou c'est la commandée du coton teint qui lui-même a commandé du fil, qui a commandé au cotonnier. Il manque un bout de la traçabilité, là. Ah, mais il n'y a pas la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. C'est bien de faire ces démarches, parce qu'il faut savoir que c'est 1 à 2%. Robin Cornelius en connaît un bout sur la traçabilité. Il a été le patron de la marque Switcher, pionnière dans cette démarche il y a quelques années. Position, 100% coton, organique. Contrairement à d'autres domaines de production, le textile est à la traîne en matière de transparence. Les marques sont toutes claires sur le Made in, où le vêtement est fabriqué, mais en revanche très opaques sur le Made by, par qui il est fabriqué. En général, le textile, n'importe qui peut lancer une marque. On s'approvisionne à l'autre bout du monde, on change du jour au lendemain. On peut très bien changer de fournisseur, on passe à l'autre. C'est un peu... c'est pas très organisé. Et on mange pas son t-shirt. Si on devait le manger, on irait peut-être voir ce qu'il y a dedans. L'entreprise Product DNA a déjà tracé plus de 120 millions de produits, dans le secteur de la cosmétique, du textile ou d'autres matières premières. Pour pouvoir amener cette transparence jusqu'au bout de la chaîne de production, c'est un véritable travail d'enquêteur qui se met en route. On va récolter un ensemble de documents de preuves qui vont nous donner la matérialité d'une chaîne par rapport à un produit. Il faut savoir que ce sont les marques qui viennent vers nous et donc quelque part on a déjà l'appui de la marque pour être en mesure de remonter cette filière. Et là, on va commencer à avoir un travail d'enquêteur, finalement, de traceur. Donc, les documents qu'on va essayer d'obtenir, les informations qu'on va essayer d'obtenir, on va essayer de les obtenir par tous les moyens possibles. Ça va être de la preuve documentaire, ça va être des certificats, des labels, des documents de flux, par exemple des documents douaniers. Ce travail exigeant et minutieux peut coûter de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de francs. Les marques n'ont aujourd'hui aucune obligation légale de fournir cette traçabilité aux consommateurs. En revanche, la demande pour davantage de transparence est en train de gentiment s'imposer. On est au début du processus qui est généralisé. Mais maintenant, c'est en train de prendre de partout et ça va arriver comme une vague. Avant qu'il y ait des normes obligatoires, légales, ce qui va venir aussi, j'en suis convaincu. Ecom Trading est une entreprise spécialisée dans le commerce de matières premières. Basée à Puy, elle est considérée dans le milieu comme une des plus influentes dans l'achat et la vente de café et de coton. Ici, on travaille avec près de 40 pays et des clients comme Gap, Amazon ou Lidl. Aujourd'hui, un prix moyen pour un coton comme ça, on serait autour de 105 cents par livre. 1 kilo de coton reviendrait à peu près à 2,5 francs. Il faut environ 1,2 kg de coton pour fabriquer un t-shirt. Chez Ecom, ce sont donc des milliers de tonnes de coton qui sont négociées chaque jour. Depuis 2 ans, la société a choisi de tracer toutes les matières premières qu'elle achète et qu'elle revend. Une grande partie du coton produit est consommé localement. Jusqu'à il y a encore quelques années, on était dans une logique très transactionnelle où le négociant ne faisait que acheter et vendre, et on est dans une chaîne d'approvisionnement qui est très fractionnée. Le producteur vend au négociant, qui vend au filateur, qui vend au fabricant de tissus, qui vend après au confectionneur, qui vend à la grande enseigne, et tous ces blocs étaient très distincts. Aujourd'hui, on est en mesure, pour chaque transaction de coton, de remonter toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'au producteur, ou en tout cas jusqu'au niveau de détail que notre fournisseur nous donne. Est-ce que vous pouvez garantir à vos clients, lorsque vous achetez du coton, que c'est un coton qui ne vient pas de cette région du Xinjiang? Alors je vais vous répondre très clairement, on peut garantir à 100% parce que nous, on est en mesure, par rapport à nos flux, de montrer que le coton qui arrive à la filature en Chine ou ailleurs n'est pas ouïghour parce qu'on sait exactement d'où il vient et on peut le mapper jusqu'au fournisseur. Ah, retour à notre point de départ, la région du Xinjiang et notre fameux coton ouïghour. En Suisse, depuis quelques mois, la mobilisation s'organise. Septembre passé, des manifestations sur la place fédérale et dernièrement, plusieurs actions politiques pour sanctionner les crimes contre les droits humains.
les crimes contre les droits de l'homme augmentent. L'Union européenne a une nouvelle base légale pour attaquer cette problématique d'une manière plus stricte et ça va aussi augmenter la pression à la Suisse et je crois que pas mal des collègues au Parlement ont vu qu'on a ici quelque chose à faire. Mais il faut un système de dénonciation et un système ensuite de contrôle. Si on peut collaborer avec d'autres États qui ont déjà fait des contrôles, etc., c'est quelque chose qui est important. Et si, par contre, on ne peut pas, on le fait avec la société civile et des instituts de recherche universitaires qui font ce travail de manière extrêmement précise. Et à partir du moment où il y a les éléments qui montrent qu'il y a du travail forcé, on bloque le produit à la frontière. On peut même, à un moment donné, prévoir des sanctions pour les entreprises qui tentent d'importer ce genre de produits pour renforcer, en fait, la diligence qu'elles doivent avoir dans la sélection des entreprises. Pour une meilleure diligence, les entreprises doivent donc pouvoir compter sur une meilleure traçabilité. Mais le chemin jusqu'à la transparence complète de toute la chaîne d'approvisionnement et de production paraît encore loin, pour ne pas dire très loin. Et oui, la transparence complète est encore loin. On en parle avec vous, Delphine Perruche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de tout le secteur mode féminine pour le groupe Manor. Alors, on retrouve notre t-shirt. Bon, c'est un t-shirt pour homme, hein, mais ça ne change pas grand-chose. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de savoir d'où vient le coton qu'il y a dans ce t-shirt? C'est extrêmement compliqué parce qu'on sait tracer chez qui on fabrique, on sait tracer où on achète la matière. En revanche, là où c'est extrêmement compliqué, c'est, vous l'avez vu dans le reportage, les ballots de coton. Garantir qu'ils viennent d'un seul endroit, d'une seule ferme, d'une seule récolte, qui est 100% éco-responsable, et qu'ensuite, c'est pas mélangé avec d'autres fibres, là, on a une extrême difficulté. Mais ça veut dire, est-ce que vous pouvez garantir, comment est-ce que vous pouvez garantir qu'il n'y a pas de coton du Xinjiang, par exemple, dans tous les produits vendus par Manor? Alors, dans ce cas-là, comme c'est un t-shirt indien, que la production est locale et que le coton vient d'Inde, on peut. Mais on a aussi des produits qui sont fabriqués en Chine. Et quand on fabrique en Chine, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir vraiment cette garantie à 100% qu'il n'y a jamais eu une livraison d'un ballot de coton qui vient de Chine. Donc on fait tout ce qu'on peut pour certifier. Donc en Inde, globalement, on a le certificat GOTS, qui est un certificat externe qui est fiable, qui suit le produit du début jusqu'à la fin, parce que celui qui produit, pour avoir son certificat GOTS, doit avoir des chaînes à part, garantir la traçabilité de où il achète sa matière, qui elle-même doit être GOTS, de la même matière que celui qui fait la matière doit pouvoir garantir qu'il s'approvisionne avec du coton GOTS. Alors ça veut dire que pour ce qui est GOTS, vous pouvez remonter pratiquement jusqu'à la source. Pour le reste, en fait, c'est impossible à votre niveau. Alors, c'est possible uniquement quand on a des productions où, en fait, très intégrées, ce qui était un peu expliqué dans votre reportage. Sur le Cachemire, par exemple, on est full intégré. On sait dans quelle ferme, on ne connaît pas le nom de la chèvre, mais presque. Donc là, on sait où sont les chèvres, comment elles sont élevées. On est invité à y aller voir. On sait comment c'est récolté, tissé, tondu, etc. Donc ça, on sait complètement. Le coton, le problème, c'est qu'on achète des matières qui sont soit 100% coton, soit coton mélangé. Et là, on a vraiment du mal à tracer la fibre. Alors, il y a ce que vous faites au niveau des marques Manor. Il y a évidemment d'autres vêtements. Là, on a acheté un autre t-shirt pour femmes cette fois, chez Manor aussi, d'une autre marque. Là, quel contrôle est-ce que vous effectuez? Alors, avec les marques, il y a déjà un contrôle de base qui est... on demande à tous nos fournisseurs de signer un compliance agreement. Donc ça, c'est basé sur leur déclaration, c'est pas des contrôles? Alors, c'est basé sur leur déclaration. On leur demande pas de fournir tous les certificats, mais ils s'engagent, quand ils signent le compliance agreement, que s'ils certifient, ils ont les certificats. Donc nous, on ne récupère pas les certificats, mais si jamais on a un souci, on va leur demander les certificats. Est-ce que le système actuel est suffisant à vos yeux, ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? J'espère bien qu'on va réussir à avoir la traçabilité jusqu'à la fibre. Il faut forcer les grossistes à vraiment tracer les ballots de coton et ne pas les mélanger. Alors, et boycotter la Chine, tout simplement? Boycotter la Chine aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a certaines matières qu'on trouve qu'en Chine.
qui n'existent pas forcément Bon, en Inde, des le mélanges. coton, il y en a Si c'est partout. 100% coton, oui. Mais dès qu'on va aller sur des mélanges, la Chine a des matières quand même plus évoluées. Et on travaille la mode. Donc oui, si je fais que des vêtements très basiques en 100% coton, à partir du moment où je veux aussi suivre une tendance, on a chaque saison des nouvelles matières, des nouveaux touchés. Et ça, c'est difficile à suivre, ça va assez vite. Donc la seule possibilité pour moi, c'est vraiment que les grossistes fassent dès le départ ce travail de séparation des matières et des sources d'approvisionnement de la matière de base. Après, il y a une chose sur le coton. Déjà, un coton bio coûte beaucoup plus cher qu'un coton normal, entre 1,5 et 2 fois plus. Et quand on est sur des très très gros volumes, les qualités des fibres de coton ne sont pas les mêmes. Donc en mélangeant les ballots, ils arrivent du coup à garantir une qualité du coton qui va être assez constante. Donc la qualité, mais par contre la traçabilité voilà. se perd en chemin. Merci beaucoup Delphine Perruche pour vos explications. On vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. La solution simple, ce serait évidemment des vêtements produits ici avec de la matière première locale. Eh bien, figurez-vous que ça existe à toute petite échelle puisque des agriculteurs suisses-allemands se sont mis en tête de faire revivre la filière suisse de la fibre de lin. C'est un champ pas comme les autres qui se trouve ici en périphérie de la ville de Berne. C'est même le seul champ à des kilomètres à la ronde où pousse cette étrange matière première, ce qui fait d'ailleurs la fierté de son paysan Adrian. Oui, je suis très fier. Ça fait 7 ans que l'on fait ça. C'est un chemin difficile de convaincre l'industrie textile suisse que l'on peut planter dans notre pays de la matière première pour faire des vêtements. Cette plante élégante à la fleur bleue satinée, on ne la trouve quasiment plus dans notre pays. Le lin est davantage connu pour être cultivé en Asie du Sud-Est ou dans le nord de la France. Notre paysan bernois a déjà arraché la plante il y a quelques semaines et l'a laissée sur le sol pour ce qu'on appelle le ruissage, une opération naturelle qui permet de faciliter la séparation des fibres de lin. Aujourd'hui, c'est une étape importante pour Adrian. Il vient voir si son lin est prêt pour être récolté et mis en botte. Ici, vous pouvez voir, ce sont des capsules qui ont déjà bien séché. Et à l'intérieur, il y a les graines de lin qui sont belles. Allez, on va juste en arracher un peu. Ah, les graines de lin sont parfaites. On peut les manger, c'est de la superfood, de la super nourriture de la région. On peut les mélanger dans la farine pour tout ce que l'on cuit dans le four. On peut les mettre aussi sur des petits pains. Et d'habitude, les graines de lin que les Suisses mangent viennent malheureusement d'Asie. C'est pour ça que c'est une très bonne alternative. C'est très sain. Une plante qui offre aussi un autre véritable avantage. Zéro déchet, de la capsule à la racine, tout est utilisable. De l'autre côté, on a les tiges. Et ces tiges, elles contiennent des filaments avec lesquels on peut faire des vêtements. Le lin est souvent décrit comme la culture textile la plus propre et la plus respectueuse de l'environnement. La plante pousse presque uniquement grâce au soleil et à l'irrigation naturelle. Elle offre une densité de production 2 fois plus élevée que le coton. Mais une plante dont la culture demande beaucoup de surveillance et d'attention, du travail avec des machines spéciales particulièrement chères et évidemment du savoir-faire. Un savoir-faire qui était très présent au début du XXe siècle en Suisse. Le lin faisait pleinement partie de notre tradition agricole. Une fête était même organisée chaque année en son honneur. Avant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, on a 200 hectares de la lin en Suisse, mais ça a disparu à cause, par exemple, je pense aussi c'est le coton
qui vient de notre marché et aussi la fibre synthétique. Aujourd'hui, on ne compte sur l'entier de notre territoire plus que 7,5 hectares de champs de lin, c'est-à-dire rien en comparaison du blé, du colza ou d'autres cultures. Ici, on a les fameuses bottes de lin qui viennent de nos champs. On a pu presser 250 bottes sur nos champs. Pour nous, c'est une bonne récolte. Après un début de culture compliqué avec la météo, on a pu mettre 70 mètres de lin dans chaque botte. Elles vont être envoyées la semaine prochaine en Hollande pour le teillage. En Hollande, parce qu'il n'y a pas de machine en Suisse capable de faire ce travail de teillage, qui consiste à séparer l'écorce de la fibre de lin. Les filaments partent ensuite en direction de la Pologne pour y être filés et mis en bobine. Une bobine colorée en argovie et acheminée en turgovie. L'entier du cycle est bouclé dans un rayon de moins de 2000 km. Alors voilà, ça c'est une bobine de lin suisse, teint ici en Suisse, produit ici en Suisse, qui fera la prochaine collection de Airfoil. C'est unique de savoir d'où il vient, de connaître le paysan qui l'a fait pousser et puis de pouvoir travailler ce matériel qui vient de la Suisse, quoi. Sandrine est la créatrice des vêtements Airfolg. C'est elle qui dessine tous les habits de la marque. Pour elle, pas de problème de traçabilité de la matière première. Dans cette usine, on fabrique environ 12 à 14 000 pièces. Un tout petit marché dans l'univers du textile, mais des produits qui s'appuient sur les dernières technologies. Les bords, là, sur le cou et en dessous. Je regarde avec Robert si c'est possible de transformer la maille que j'ai dessinée dans son programme pour que la machine puisse la tricoter après. Et c'est la grande particularité de cette production suisse. À l'exception des dernières finitions, la couture des étiquettes, toute la chaîne de fabrication est entièrement automatisée. Le pull est tricoté en une fois avec les manches et le col. Lorsqu'il sort de la machine, il est quasiment prêt pour la vente. On n'a pas de travail de couture à faire, on n'a pas de déchets, on ne doit rien retoucher. Tout ce qui est dans le pull, on l'utilise. Avec ces machines, il faut environ 1 heure pour fabriquer un pull. Le travail doit être précis, tricoter du lin, c'est plus compliqué. Le fil n'est pas très élastique. Quand on prend de la laine ou du coton, le fil est beaucoup plus élastique. Et pour tricoter, on a besoin de cette élasticité pour pas que le vêtement se déchire. C'est ça qui est compliqué avec le lin. Le siège d'Airfolg est à Bichelsee, dans la campagne turgovienne. Rolf Traxler est le président de la marque suisse-allemande. Même si le coton est plus pratique et moins cher à travailler, il ne pouvait pas concevoir de produire différemment, et surtout ailleurs. C'est un défi de fabriquer en Suisse, un défi permanent. On a misé sur une chaîne de production très automatisée. Et on assume, et de ce fait nos produits se trouvent aujourd'hui en milieu de gamme de prix. On aurait pu choisir de les produire ailleurs et moins cher et avoir des marges plus importantes. Mais on ne peut pas avoir du lin suisse made in China. C'est inimaginable. Aujourd'hui, 40% des produits Airfolg sont en lin, le reste en coton ou en laine. Et pour des produits en lin, il faut compter entre 168 francs pour ce pull femme et 196 francs pour ce pull homme, ce qui à première vue n'est pas forcément bon marché. Nos clients acceptent le prix parce qu'ils savent ce que coûte une production en Suisse. Ils savent que nos employés sont payés correctement et que les autres coûts sont plus élevés en Suisse. Grâce à ce positionnement des produits, moyen haut de gamme, l'entreprise peut conserver sa marge usuelle d'environ 50%. En fabriquant en Suisse, avec de la matière première suisse, elle prend aussi le contre-pied de ce qu'on appelle la fast fashion, la production rapide et éphémère de vêtements.
La fast fashion, c'est un non-sens de notre société actuelle. Nous, on est à l'inverse de la fast fashion. On fait de la slow fashion. On fait des produits de qualité dont la matière première pousse ici, qui sont manufacturés ici et qui, de ce fait, coûtent un peu plus cher. Le lin, maintenant, c'est en mode. Et c'est aussi, à mon avis, c'est le fibre de la future. C'est fantastique, hein? Une fibre du futur un peu plus chère. Voilà peut-être pourquoi cette plante reste encore confidentielle dans notre pays. Même si certains, comme Adriane ou Dominique, se battent pour que le lin retrouve à nouveau sa place dans la et les cultures de notre pays. Et déjà, le plaisir de retrouver l'actualité conso avec vous, Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec des abonnés de fitness pas du tout contents. Oui, des abonnés qui n'ont pas de certificat Covid, ils ne sont pas vaccinés, qui n'ont donc pas accès au club et ils ne peuvent pas résilier leur abonnement ou ils doivent payer pour suspendre cet abonnement. C'est ce qui exaspère une téléspectatrice cliente du Fitness Harmonie. Fitness qui propose une option qui s'appelle Time Stop Covid. Alors, vous payez 119 francs et vous pouvez suspendre votre abonnement jusqu'à la fin du certificat Covid, donc jusqu'au 24 janvier à ce stade. Et cette téléspectatrice trouve la somme exagérée. Et Harmonie n'est pas le seul fitness à proposer cette suspension payante. Parmi les grands, il y a effectivement aussi Active Fitness. Chez eux, ça coûte 50 francs. Il y a beaucoup de demandes qui sont arrivées à ce propos à la Fédération romande des consommateurs. On leur a demandé si les fitness avaient le droit de faire ça. Alors non. Une telle suspension est tout simplement illégale du simple fait qu'elle n'est pas prévue dans le contrat. Le contrat, c'est ce qui régit la relation entre le client et le fitness. Et les conditions générales de la plupart des fitness ne prévoient pas de tels frais pour une suspension. C'est un peu la double peine. Du coup, le client devrait quoi alors ne pas avoir accès et payer pour ce non-accès. Il y a un déséquilibre contractuel qui se crée et d'où le fait que la suspension non payante devrait être une solution à privilégier. Alors le premier conseil pour ces suspensions payantes, c'est vraiment de contester ces frais immédiatement et par écrit. Et surtout de ne pas payer. Par rapport à la résiliation, est-ce que les fitness, justement, ils ont le droit de refuser une résiliation dans ce contexte un peu extraordinaire ? Pour les contrats qui se terminent avant la fin des mesures, donc en janvier 2022 en l'état, un fitness ne pourrait pas refuser une résiliation anticipée du client. Il a droit au remboursement. Viviane, comment est-ce que la Fédération suisse des fitness se positionne ? Alors, elle s'aligne sur la FRC en ce qui concerne la suspension payante. Les fitness n'ont pas le droit de la pratiquer. En revanche, elle maintient que la situation actuelle n'est pas un motif pour résilier un contrat en cours. Et du côté d'Harmonie, du coup, qu'est-ce qu'on répond ? Que cette option Time Stop, c'était pour ne pas prendre les adhérents en otage. Quant au prix, il correspond au prix moyen d'un mois d'abonnement pour 4 mois et demi de suspension. C'est la vision que nous faisons de la solidarité, écrit Harmonie, qui estime que le secteur est sacrifié sur l'autel du Covid et qui appelle la Confédération à considérer les autotests négatifs comme preuve suffisante pour entrer au fitness. En attendant, quand même, position difficile à défendre du point de vue du client. Tout autre sujet, ça commence à être la saison, les pneus d'hiver. Et le TCS vient de publier les résultats de son traditionnel test avec un constat alarmant. Il n'avait jamais vu de pneus aussi dangereux. Ah carrément. Et du coup, de quel modèle est-ce qu'il faut se méfier ? 2 produits chinois destinés à des véhicules de type Audi A4, Peugeot 3008 et Skoda Octavia. C'est le Linglong Green Max Winter UHP et le Goodride Z507 Super Snow. Et quel est le problème avec ces 2 modèles ? Pour le Linglong, c'est la distance de freinage sur chaussée mouillée qui pêche, c'est-à-dire la distance nécessaire pour passer de 80 km/h à l'arrêt. Là où le meilleur pneu du test a besoin de 32 mètres, le Linglong a besoin de 11 mètres supplémentaires. Et puis ce pneu s'est aussi révélé catastrophique au test d'aquaplaning. Et puis pour le 2e modèle, le Goodride ? Mauvais résultat au test de freinage sur neige et au test d'usure. On a donc 2 pneus qui présentent un risque de sécurité réel d'après le TCS. Exactement, des pneus à éviter, des pneus bon marché. Et grosso modo, on peut dire que la différence de prix va du simple au triple entre ces pneus et les meilleurs du test. Et si les résultats détaillés de ce test vous intéressent, vous pouvez les trouver sur le site tcs.ch. Et puis voilà, vous allez nous sortir votre petit caddie avec
Un masque, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus parlé. On en reparle parce que le masque suisse est dans le dur. La filière est au plus mal. Les 6 membres de l'association de producteurs suisses ont décidé d'alerter les autorités cantonales et la Confédération. Ils souffrent de la concurrence chinoise. On en reparle. Oui, parce que face à la pénurie, il y a une année, plusieurs entrepreneurs suisses s'étaient lancés dans la fabrication de masques. C'était à l'époque où on parlait beaucoup de l'importance de pouvoir s'approvisionner au niveau local. Et ABE avait d'ailleurs rencontré certains d'entre eux. Souvenez-vous, c'était en octobre 2020 en Argovie. Nous nous étions rendus dans ce qui était avant une fabrique de sparadrap. L'ambition du patron à l'époque, c'était de produire 900 000 masques par jour. On l'écoute. La principale raison pour laquelle on s'est lancé dans la fabrication, c'est pour sécuriser l'approvisionnement en Suisse. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, rappelez-vous. Fin mars, les masques pour la Suisse ont été bloqués en Allemagne. Alors mon idée, c'était que les masques qu'on achète en Suisse puissent être aussi produits dans le pays. On vous a déjà accusé d'être un profiteur de crise? Oui, on pourrait le dire. Mais d'un autre côté, j'ai aussi eu le courage d'investir un gros montant, j'ai créé des places de travail. Alors, il faut bien que ça vaille le coup d'une manière ou d'une autre. Un investissement qui déjà ne vaut plus le coup. Oui, l'entreprise de M. Schönle n'emploie plus que 13 personnes contre 300 quand les affaires se portaient bien. Nous l'avons joint par vidéoconférence. Les affaires ont été très bonnes jusqu'à la fin de l'année dernière. Mais au premier trimestre, il y a eu une forte baisse des commandes. Pourquoi ? Parce que les masques chinois étaient à nouveau disponibles, bien sûr, à un prix inférieur au coût de production des producteurs suisses. Et ça a eu pour conséquence que nous avons reçu beaucoup moins de commandes. Par exemple, dans les hôpitaux, il y en a environ 25 qui nous ont commandé des masques l'année passée. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12. À moyen terme, il n'y aura plus guère de sens de continuer à produire en Suisse. Je dois dire que je suis très déçu, y compris par la Confédération, parce qu'on constate une certaine réticence. Alors que les producteurs suisses ont des nombreux avantages, des produits certifiés dans des laboratoires accrédités, on crée des emplois en Suisse. Et puis surtout, les produits sont disponibles. À l'international, il y a peu de produits disponibles. Félix Schönle et d'autres producteurs suisses ont donc envoyé un courrier aux autorités pour la pérennisation de la filière des masques suisses. Réponse ? Aucune, pour l'instant. Bon, on attend, parce que c'est sûr que c'est un sujet qui va rester d'actualité encore un moment, les masques. Il y a encore une ampoule halogène. Oui, et si c'est ce que vous mettez dans votre lampe à la maison, écoutez bien, la Confédération vous offre jusqu'à 125 francs si vous décidez de vous en débarrasser donc, de la lampe. Oui, parce que ces halogènes sont très gourmandes en énergie et donc Berne aimerait bien les voir remplacés par des LED. Dans une lampe halogène de type R7, seuls 7% de l'énergie est convertie en lumière. Le reste est perdu sous forme de chaleur. D'ailleurs, depuis le début du mois, l'importation de ces lampes est interdite. Donc, toutes les informations sur ce coup de pouce financier pour passer au LED, vous le trouverez sur le site internet aledin.ch. Merci pour vos lumières, Viviane. À très bientôt. Bonne soirée. Orwell l'avait écrit, nous le vivons en ce moment, une société dans laquelle nos faits et gestes sont observés de manière quasi continue. Parfois, ce sont même les caméras que nous installons chez nous à des fins de vidéosurveillance qui finissent par nous espionner. François Janet. Pas de surprise pour Luca Zani, il nous avait vu venir. J'arrive. J'ai des caméras de surveillance. Après, j'ai aussi une caméra sur la sonnette, en fait, que quand il y a du mouvement à l'extérieur, ça m'envoie une notification au portable. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé, ça m'a envoyé une notification que vous étiez devant mon portable. Chez Luca Zani, il y a quelque temps, tôt le matin, les caméras de surveillance se sont révélées très efficaces. Il y a un jeune, de ce qu'on voit, on dirait un jeune, qui est passé juste devant ma maison, qui a regardé dans les 4 portes pour voir s'il pouvait ouvrir la voiture. Après, il a allumé la torche de son portable, il a regardé à l'intérieur de la voiture pour voir s'il y avait quelque chose à piquer. On l'imagine, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait, mais... L'intrus est parti avant d'être interpellé.
Ici, la surveillance de la maison est une priorité. Les caméras de surveillance sont sécurisées, Luca Zeni est le seul à y avoir accès, mais il a remarqué que ce n'est pas le cas de tout le monde et il a voulu le faire savoir. Moi, je surfais Internet un jour, il y a quelques mois, et j'ai trouvé un site où on peut voir des webcams ouvertes, des webcams dans la ville. Et en allant sur ce site, j'ai trouvé qu'effectivement, on voit aussi des caméras à l'intérieur des maisons, dans les jardins, dans les salons, dans les cuisines, un peu n'importe où. Les gens ont mis des caméras. Et du coup, j'ai trouvé ça assez bizarre. Sur Internet, c'est vrai, on trouve différents sites qui offrent des milliers de vues à travers des caméras mal ou pas sécurisées, et cela présente certains risques. Il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention, parce qu'une caméra de surveillance, ça vous permet de voir ce qui se passe chez vous, mais aussi un tiers pourrait voir ce qui se passe chez vous. Donc si par exemple vous l'exposez sur Internet, de façon à pouvoir vous connecter depuis n'importe où pour voir ce qu'il y a, quelqu'un qui aurait vos accès, votre nom d'utilisateur et mot de passe, pourrait aussi voir ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Ça veut dire qu'il faut protéger l'accès par un mot de passe? Oui, le mot de passe, c'est le minimum. Il faut évidemment que ce soit un bon mot de passe. On peut même ajouter du multifacteur, comme par exemple recevoir un SMS ou avoir un code à usage unique sur son téléphone. On peut aussi, par exemple, mettre ce qu'on appelle des CAPTCHA. Donc, c'est un code qu'il faut entrer, qui apparaît à l'écran pour éviter qu'un robot puisse faire des tentatives de mots de passe à grande échelle. Et évidemment, il faut mettre aussi à jour sa caméra, parce que si elle est vulnérable à une cyberattaque et vous ne l'avez pas mis à jour, mot de passe ou pas mot de passe, un hacker pourrait rentrer dedans pour ensuite vous observer ou l'utiliser pour entrer dans le reste de votre environnement. En surfant sur Internet, nous avons pu observer des centaines de localisations aussi diverses les unes que les autres. Spécialiste en cybersécurité, Steven Meyer nous en a décrit les enjeux. Là, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est un café où ils ont une caméra de surveillance à l'intérieur. Et là, évidemment, on voit plein de problèmes. D'abord, on peut voir l'affluence qu'il y a dans le café, mais surtout, on voit en bas la caisse enregistreuse. Donc, on pourrait presque savoir combien est-ce qu'il y a de cash à l'intérieur si quelqu'un a envie de faire un cambriolage, ou voir quand personne est en train de surveiller la caisse enregistreuse pour vraiment avoir le timing parfait pour rentrer dedans et la vider. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'installation d'une caméra de surveillance implique des responsabilités importantes en regard de la loi. Dès le moment où vous installez une caméra de surveillance, dans le cas où elle va enregistrer des personnes qui pourraient être reconnaissables, vous allez être ce qu'on appelle un responsable du traitement. Donc ça signifie que vous allez traiter des données personnelles, ces images de vidéosurveillance, et que vous avez toute une série d'obligations qui s'appliquent, notamment une obligation d'information, par exemple des personnes concernées, et surtout une obligation de sécurité, c'est-à-dire de s'assurer que toutes les personnes qui ne seraient pas légitimées à accéder à ces données, c'est-à-dire à peu près tout le monde sauf vous ou éventuellement la police en cas d'infraction, que toutes ces autres personnes ne puissent pas accéder aux données. Là, c'est clair, c'est un industriel qui est en train de filmer sa machine. Ça peut être pour faire de la pub, parce qu'il veut montrer à tout le monde à quel point sa machine est performante, ou peut-être juste pour eux, pour vérifier que tout fonctionne, puis ils se sont dit, c'est pas très grave si quelqu'un d'autre peut le voir. Mais une personne malveillante se dirait, mais moi, si j'arrive à rentrer dans cette caméra de surveillance qui est branchée sur leur Internet, peut-être je vais pouvoir ensuite pivoter sur cette machine industrielle et la corrompre, la hacker ou demander une rançon pour la remettre en fonction. Donc il y a une réelle menace et un réel intérêt pour les hackers de s'en prendre à ce genre d'infrastructure. Il y a aussi des règles pour l'utilisation des images. On ne peut utiliser les images que dans le but dans lequel elles ont été collectées et celui qui aurait été communiqué aux personnes concernées. Ça signifie que si j'ai une caméra de surveillance qui a pour but de détecter des personnes qui entreraient sans droit et de déclencher une alarme, on pourra les utiliser comme preuve, par exemple, dans le cas d'une plainte pénale qui serait déposée pour violation de domicile. Par contre, je ne pourrais pas les utiliser pour de la publicité, pour une œuvre d'art ou pour une diffusion en direct parce que je trouverais ça intéressant. Une caméra de surveillance n'est pas très difficile à pirater pour un hacker, un spécialiste mal intentionné. La prudence s'impose donc quand on joue avec ces instruments fragiles en termes de cybersécurité. Ces images qui se baladent hors de tout contrôle, évidemment, ça interpelle. Alors, il y a le problème de la sécurisation de la caméra, on vient d'en parler. Et puis, il y a ce qu'on filme avec sa caméra. Bonsoir, Sébastien Fanti. Bonsoir. Vous êtes le préposé à la protection des données pour le canton du Valais. J'ai peur des cambriolages, j'installe une caméra de surveillance devant ma porte d'entrée. Qu'est-ce que j'ai le droit de filmer avec ça? Alors, j'ai déjà le droit de filmer ma propriété privée. Ensuite, il y a un certain nombre de cautèles, c'est-à-dire qu'il faut quand même
bien imaginer que vous ne pouvez pas installer une caméra dans un dôme, par exemple, qui va filmer également la route, qui va filmer le voisinage. Vous devez vraiment vous limiter à votre porte d'entrée. Puis après, dans le choix de la caméra, vous pourrez aussi opérer un choix opportun en choisissant une caméra qui, par exemple, va flouter les visages. Et puis, lorsque quelque chose se produit, eh bien, on pourra enlever ce floutage. C'est un nouveau principe de protection des données qui va être introduit dans le nouveau droit l'année prochaine, qui s'appelle la privacité par défaut. Voilà, donc n'essayez pas, si vous voulez, d'avoir une caméra qui filme tout et tout le monde, parce que vous risquez fort d'être hors des clous, hors des règles, et d'avoir ensuite des ennuis, soit avec vos voisins, soit avec la commune dans laquelle vous habitez, voire même avec les passants qui considéreront que figurer sur votre film ne leur plaît pas ou ne leur convient pas et n'est pas dans les règles, ce qui est tout à fait exact. Alors justement, il y a les querelles de voisinage aussi. Si je réalise que mon voisin filme un bout de mon appartement ou un bout de mon jardin, est-ce que je peux lui faire retirer sa caméra de surveillance? Oui, c'est possible. Effectivement, vous avez différentes dispositions légales qui vous permettent de le faire. Alors, on a des dispositions pénales, des dispositions civiles en fonction des circonstances. Ce que je conseille toujours aux gens, c'est d'abord de tenter une médiation. Alors, ça dépend des cantons, mais par exemple, dans mon canton, la police peut intervenir dans un premier temps pour dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Essayer de discuter avec les gens, essayer de trouver une solution. Il aurait fallu, à mon sens, introduire une médiation dans ce type de cas pour apaiser et surtout pour expliquer, parce que souvent les gens ont des peurs qui sont assez irrationnelles, ils ont l'impression que tout est filmé. Pour être très clair, quelle est la première instance vers laquelle je dois me tourner si j'arrive pas à me mettre d'accord avec mon voisin? Alors, normalement, vous devriez vous tourner vers la justice. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation de saisir un magistrat et d'engager des procédures. Et c'est souvent quelque chose qui va, non pas apaiser, mais qui va, si vous voulez, rendre plus complexe la résolution de ces petits soucis de voisinage. Alors, le conseil que je donne, moi, c'est de parler avec ses voisins, c'est de leur demander de voir l'installation et les images qui sont ainsi réalisées, voire même d'essayer de négocier un angle de vue qui pourrait permettre, par exemple, de protéger la propriété voisine sans altérer votre privacité, votre droit à la protection de votre vie privée. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, il faudra s'adresser aux instances officielles, aux autorités judiciaires, classiques, civiles et ou pénales. D'un mot encore, aujourd'hui, la vidéosurveillance de monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment quelque chose de très répandu. À votre sens, comment est-ce qu'il faudrait l'encadrer ? Pour moi, le système légal actuel, il est trop rigide. Il ne permet pas, si vous voulez, de trouver des solutions consensuelles. Il faudrait imposer pour ce type de litige des médiations obligatoires entre voisins. Il faudrait voir si les cantons ne pourraient pas disposer d'une capacité législative résiduelle, c'est-à-dire eux-mêmes émettre des règles pour éviter que les tribunaux ne soient surchargés. Quand on avait évoqué ça il y a quelques années, tout le monde avait ri. Aujourd'hui, on ne rit plus du tout, puisque ces procédures, en fait, elles se multiplient, elles mobilisent beaucoup de ressources, alors que très souvent, il suffit d'une verbalisation des sentiments de chacun, des voisins, pour arriver à trouver un consensus, un point d'équilibre entre les intérêts. Des médiations obligatoires entre voisins, un jour peut-être, on retiendra l'idée. En tout cas, merci beaucoup Sébastien Fanti et très bonne soirée à vous. Merci, belle soirée.